Cette cinquième partie du cours contient deux théorèmes utiles appelés théorèmes de Gildin et qui servent à déterminer de manière indirecte les coordonnées des centres de masse de certains solides particuliers. En effet, les deux théorèmes en question permettent de déterminer de manière plus simple, c'est-à-dire plus pratique, les coordonnées des centres de masse des solides plans de type linéique ou surfacique. Alors, commençons par le premier théorème de Gildin qui s'applique au cas des solides linéiques. Considérons un solide linéique plan, comme le montre la figure ci-dessous. Cette figure représente la configuration initiale de ce solide linéique par rapport au repère fixe OX, OY, OZ. Et puis effectuons une rotation complète de ce solide autour de l'axe OZ, comme le montre la figure numéro 2. Donc, la figure numéro 2 représente une situation particulière, donc pour un angle phi donné, lors de cette rotation. Alors, il faut bien noter ici que le repère cartésien R1 est un repère lié au solide et que la rotation de ce solide autour de l'axe OZ engendre automatiquement une surface de révolution. Alors, le vecteur déplacement élémentaire en un point de cette surface est donné par la relation suivante. Donc, c'est une expression qui est donnée en coordonnées cylindriques parce que ces coordonnées conviennent parfaitement ici pour la démonstration de ce théorème. Par la suite, on peut effectuer un changement de variable en utilisant les coordonnées des centres de masse et l'expression du déplacement élémentaire devient comme ceci. Bon, il faut faire attention. Les coordonnées ρ, g et zg sont fixes dans cette étape de calcul. Alors, comme les coordonnées x1 et z1 sont liées, donc on peut écrire z1 comme étant une fonction bien déterminée de la variable x1. En effet, cette égalité représente l'équation de la courbe qui modélise le solide linéique dans le plan x1, z1. Alors, il vient par la suite la nouvelle expression du vecteur déplacement élémentaire obtenue en factorisant dans les deux premiers termes précédents par d2x1. Alors, cette opération a pour but de faire apparaître le vecteur unitaire tangent noté ici par tau et qui est donné par l'expression suivante. Donc, c'est un vecteur qui est tangent au solide au point M considéré, puisqu'il est exprimé par les vecteurs I1 et K. K, n'oublions pas que c'est un vecteur unitaire identique au vecteur K1. Soit en donnant une expression plus réduite à ce déplacement élémentaire sous cette forme, où D de L représente un élément de longueur le long du solide au point considéré.
Puisque le vecteur déplacement élémentaire s'écrit comme somme de deux vecteurs tangents à la surface de révolution au point M, et que ces deux vecteurs tangents sont perpendiculaires entre eux, alors l'élément de surface en ce point est donné par la relation suivante. Ce qui permet d'obtenir par la suite l'aire de la surface de révolution à l'aide de cette intégrale double. Alors, on remarque dans cette expression que les deux intégrales simples sont indépendantes. Alors, par la suite, on rappelle la définition du centre de masse du solide linéaire homogène considéré dans cette étude. Donc, c'est une définition que vous avez déjà vue dans la partie précédente de ce cours. Et la projection de cette relation vectorielle sur l'axe x1 donne le résultat suivant. Ce qui permet de simplifier l'écriture de la surface grand S. Alors finalement, on conclut que la coordonnée xg du centre de masse du solide linéique peut être exprimée en fonction de la longueur du solide en question et de l'aire de la surface de révolution grand S. D'où l'intérêt de ce théorème. Alors, pour démontrer maintenant le deuxième théorème de Gilding dans le cas des solides surfaciques et plans, on considère les deux figures suivantes. Alors, dans la figure numéro 3, on présente la configuration initiale du solide plan qui est délimitée ici par une courbe fermée et régulière. Et dans la figure numéro 4, on représente une situation particulière du solide pour un angle phi donné lors de sa rotation autour de l'axe OZ. Donc, il s'agit bien d'une rotation qui est égale à 2π radians. Alors, comme dans le cas du premier théorème de Gilding, le repère cartésien R1 est supposé ici lié au solide surfacique. Mais la rotation de ce solide autour de l'axe OZ engendre ici un domaine volumique de révolution. Et le vecteur déplacement élémentaire en un point de ce domaine volumique est donné par l'expression suivante. Donc, naturellement, on utilise aussi les coordonnées cylindriques pour les mêmes raisons qu'on a expliquées précédemment. De même, on utilise le même changement de variable et en se rappelant que les coordonnées du centre de masse sont fixées, d'où l'écriture finale de ce vecteur déplacement élémentaire. Alors, comme le vecteur déplacement élémentaire est exprimé dans une base orthonormée directe, c'est la base du repère R1, donc l'élément de volume est défini par la relation suivante. Ce qui permet d'avoir par la suite le volume du domaine de révolution à l'aide d'une intégrale triple.
Alors, contrairement au cas des solides linéiques précédents, dans cette expression du volume total, les deux intégrales par rapport à x1 et z1 ne sont pas indépendantes. Il y a seulement l'intégrale par rapport à phi qui est indépendante. Alors, rappelons maintenant la définition du centre de masse du solide surfacique plan dans le cas homogène. Donc, la projection de cette égalité vectorielle sur l'axe x1 donne le résultat suivant. Donc, l'intégrale double dans le domaine occupé par le solide surfacique de la fonction x1 est égale à 0. D'où la simplification de l'expression du volume total grand V. Alors, on conclut finalement que la coordonnée xg des centres de masse des solides surfaciques plans peut s'exprimer directement en fonction de l'aire de la surface des solides en question et des volumes du domaine de révolution. D'où l'intérêt du deuxième théorème de Gildin. Alors, dans la suite, on donne quelques applications des deux théorèmes précédents. Donc, on va commencer par les applications du premier théorème de Gildin. Donc, dans la première application, on s'intéresse à la détermination du centre de masse d'un solide linéique homogène comme le montre la figure. Donc, il s'agit d'un demi-anneau circulaire de centre O et de rayon grand R. Alors, si on fait tourner ce solide d'un tour autour de l'axe Y, ce dernier va engendrer une surface sphérique. Alors, d'après ce théorème, on a l'aire de la surface sphérique égale à 2π fois xg. Donc, 2π fois xg, ça représente le périmètre du cercle décrit par le centre de masse autour de l'axe Y, que multiplie la longueur du solide linéique. Alors, la surface d'une sphère, on peut la calculer à partir de la surface élémentaire. Donc, sur une sphère, la surface élémentaire, c'est grand R au carré fois sinus θ fois dθ fois d 2φ. Donc, le résultat donne 4πr carré. Et la longueur des solides, c'est une intégrale de l'élément de longueur r dθ. Et on obtient π fois grand R comme longueur de ce solide. Et enfin, on a l'expression de la coordonnée xg. Donc, c'est 2 fois grand R sur π. Dans la deuxième application, on va utiliser le premier théorème de Gildin pour calculer cette fois-ci la surface d'un cône droit. Donc, pour cela, on a besoin d'un solide linéique et homogène simple, comme le montre la figure suivante. Donc, il s'agit d'une tige rectiligne, de telle sorte que sa rotation autour de l'axe OY engendre une surface conique. Alors, puisque la tige est homogène, les coordonnées de son centre de masse sont faciles à donner, puisque le centre de masse il est placé au milieu de la tige, par raison de symétrie. Alors, d'après le premier théorème
de Gildin, on a la relation suivante. D'où la surface du cône considérée. Donc ce même résultat, on peut l'avoir aussi par la méthode directe, c'est-à-dire par le calcul d'intégrale double sur la surface conique. En ce qui concerne les applications du deuxième théorème de Gildin, on propose ici deux exemples simples. Alors, dans le premier exemple, on s'intéresse à la détermination des coordonnées du centre de masse d'un solide surfacique homogène, comme le montre la figure. Donc, il s'agit par exemple d'une plaque rectangulaire mince supposée homogène. Alors, même si les coordonnées du centre de masse de ce solide sont évidentes d'après cette figure, on va quand même utiliser le deuxième théorème de Gildin pour retrouver leur expression. Alors, la rotation de ce solide autour de l'axe OY engendre un domaine volumique qui est situé entre deux cylindres coaxiaux, c'est-à-dire qui ont le même axe de révolution. Ici, il s'agit de l'axe OY. Alors, d'après ce deuxième théorème, on a la relation suivante. Donc, le volume des domaines engendrés, c'est la différence des volumes des deux cylindres coaxiaux qui ont la même hauteur, ici c'est P, mais la base n'est pas la même. Donc, la base du cylindre interne, il est de rayon petit a, alors que la base du cylindre externe, elle est de rayon 2a. Donc, cette égalité conduit à l'expression de la coordonnée xg en fonction de petit a. Maintenant, pour trouver l'expression de la coordonnée YG, il faut effectuer une rotation du même solide, mais cette fois-ci autour de l'axe OX. Et puis, on applique encore une fois le théorème de Gildin numéro 2. Tout calcul fait permet d'avoir YG égale à 3 fois B sur 2. Donc, il y a une certaine analogie entre les deux expressions. Donc, ces mêmes coordonnées, on peut les avoir directement à partir de la figure, puisque le solide il est homogène. Dans le deuxième exemple, on va utiliser le deuxième théorème de Gildin pour calculer cette fois-ci le volume d'un cône droit. Donc pour cela, on a besoin d'un solide surfacique et homogène qui a la forme d'un triangle rectangle comme le montre la figure. Alors dans cette application, on suppose que les coordonnées du centre de masse sont connues et à ce titre, vous aurez l'occasion de savoir comment les calculer à l'aide d'un exercice qui fait partie de la série numéro 3. Et d'après ce théorème, on a la relation suivante. La surface du solide, c'est la surface du triangle rectangle, donc R fois A sur 2, d'où l'expression du volume du cône considéré. Donc si vous remarquez cette expression, il est égal tout simplement à la surface de la base du cône, donc pi fois r carré, que multiplie la hauteur h, et le tout divisé par 3. Donc c'est le 1 tiers de la surface de la base du cône fois la hauteur h. Ou bien on peut comprendre ça comme étant le 1 tiers du volume
d'un cylindre droit de rayon grand R et de hauteur h. Alors, ainsi prend fin cette partie. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine occasion.